Bonjour à toutes et à tous, bonjour Jean-François. Bonjour. Bienvenue pour ce 11h02, un petit peu surprise, puisque ça aurait dû être la trêve des confiseurs également pour le 11h02. Mais l'actualité telle qu'on n'a pas pu résister à vous retrouver aujourd'hui à ce micro, avec cette question, somme toute très existentielle. La télévision belge manque-t-elle d'originalité? Pourquoi posons-nous cette question aujourd'hui? C'est un peu dans la foulée de notre grand sondage Ipsos Sud Presse le soir sur la télévision belge. Alors on peut rapidement émailler ce sondage. Mercredi, on passait en revue, vous passiez en revue les présentateurs des téléjournaux, des télévisions, voilà, des journaux télévisés. Jeudi, c'était les magazines d'information et thématiques qui étaient sous la sellette. Aujourd'hui, c'est les émissions de divertissement et leurs animateurs. Et demain, on passera en revue les séries. Alors, d'emblée, question de Jules, quel enseignement tirez-vous de votre sondage? Rien ne bouge, écrivez-vous. C'est tout à fait exact, ça, Jean-François? Oui et non, c'est vrai que les grandes tendances et les grands enseignements ne changent pas énormément, ce qui n'est pas, par exemple, sur les présentateurs de JT, sur les animateurs de Brigode, préférés, Zeka, voilà. François Pirette, Rodrigo Benkens, tout ça, ça ne change pas énormément, mais en même temps, je ne trouve pas nécessairement que ça soit quelque chose de négatif quand on dit ça. Pourquoi? Parce que ça a l'air d'être présenté comme le monde de la télé est sclérosé, on montre tout le temps la même chose. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. La télé, comme, moins que la radio certes, mais la télé c'est quand même un média de fidélité. C'est quelque chose où le public retourne tous les jours voir les mêmes gens. On connaît la fidélité du public belge, il est fidèle jusqu'à présent à son fournisseur d'énergie, à sa banque, à son supermarché. On a vu que ces derniers temps, ça bouge. Mais ici, moi, je trouve que je vous dirais du moment qu'il reste fidèle au 11h02. C'est l'essentiel. Qui n'est pas dans les meilleures émissions. Mais comment se fait-il d'ailleurs? Parce qu'on parlait juste de la télé, pas de la télé. Voilà. Non, et donc, je trouve que par exemple, le présentateur de JT, je crois que quelque part dans la tête des gens, c'est un peu comme ça paraît peut-être des mots un peu exagérés, mais comme un banquier, un avocat, un médecin, c'est quelqu'un avec lequel il y a une relation de fidélité, de crédibilité, de confiance qui s'installe. Je veux dire, c'est le type qui rentre tous les jours dans votre salon pour vous donner les infos positives, négatives, etc. Mais je veux dire, c'est un truc qui se passe 300 jours par an, et donc c'est normal qu'à un moment les gens s'habitue à quelqu'un et qu'il le plébiscite et que ça dure des années. Je veux dire, PPDA, il a présenté le journal pendant près de 30 ans. Et quand TF1 a voulu le virer en disant maintenant il a fait son temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'audience de TF1 s'est écroulée. Donc je trouve que l'exemple PPDA ou le contre-exemple PPDA est la meilleure preuve du fait qu'en télé, contrairement à cette impression où on croit qu'en télé ça pète, ça part dans tous les sens, ça bouge tout le temps, en fait non. Si on veut vraiment fidéliser le public, il ne faut pas que ça change tout le temps. Et fatalement, les gens qui sont bons, que ce soit Jean-Michel Zeka ou d'autres, les gens qui sont bons, ils restent bons pendant longtemps, et tant que le public les aime, et que les chaînes trouvent qu'ils sont pertinents à leur place, c'est pas absurde qu'ils restent longtemps. C'est même plutôt rassurant, je trouve, pour le choix des chaînes. Et en Belgique, où le public est sans doute plus fidèle qu'en France, et dans d'autres pays, et où on a moins de moyens, etc. Fatalement, cette fidélité, on la voit encore plus forte. Voilà donc pour le décor, le fond de ce sondage. Finalement, c'est vrai que la fidélité, le rapport de confiance avec l'animateur, avec le présentateur, avec le journaliste, c'est primordial. Paul vous demande quelle émission vous a surpris récemment en Belgique et en France d'ailleurs, ajoute-t-il. Comment expliquer cette atmosphère un peu morne? L'innovation vient-elle ou ne viendrait-elle que des Pays-Bas ou de Grande-Bretagne, demande encore Paul. Alors, est-ce qu'il y a une surprise? Est-ce qu'il y a une émission qui vous a particulièrement surpris? Si on prend le sondage, alors là où il y en a clairement deux réponses, c'est qu'il y a deux émissions qui ne sont pas des blockbusters en termes d'audience, mais qui ont, au niveau de leurs présentateurs ou de leurs émissions, une cote de popularité et de notoriété auprès du public qui est assez étonnante par rapport à ce qu'on aurait pu attendre si on regarde les audiences au quotidien, les JT, les émissions de Pirette, etc. C'est On n'est pas des pigeons et Sans chichi, qui sont deux émissions quotidiennes, à côté desquelles, comme je dis souvent, c'est difficile de passer, parce qu'il y a toujours un moment où vous dormez pas la nuit, ou vous regardez la télé le matin parce que vous êtes malade, ou vous tombez sur une de ces émissions, et tout ça fait que on les reconnaît. C'est des émissions qui ont l'avantage toutes les deux
de bien se prêter à la consommation télé et d'ailleurs généralement médiatique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plein de petits sujets, on tombe dessus, on se dit ah tiens ça m'intéresse, on y reste pendant 5 minutes et puis on part éventuellement parce qu'on est moins intéressé, le tout dans une ambiance assez détendue, assez sympa, c'est un esprit de bande de part et d'autre, ils ont créé une communauté avec beaucoup d'amis sur Facebook, etc. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont très présents dans ces émissions, et donc c'est des émissions qui font pas, si on prend On n'est pas des pigeons, c'est 200 000 téléspectateurs tous les soirs, ça peut paraître peu parce que c'est peu à côté des 700 000 du journal d'RTL en même temps, mais d'abord c'est beaucoup par rapport à ce que c'était cette case il y a 1 an et demi où c'était complètement sinistré, mais faut pas oublier qu'avec toutes ces rediffusions, etc., on rajoute 50 000 personnes ici, 20 000 là, etc. Et tout ça fait que c'est des émissions qui ne font pas des cartons énormes, mais que tout le monde connaît et qui ont en plus qui sont sympas pour les gens. Et d'ailleurs, je vais faire un peu de teaser parce qu'on parle allez-y. Du fait que rien n'a bougé. Et vous allez voir dans le soir de demain que quand on va sortir ce qu'on appelle désormais la super catégorie, c'est-à-dire le taux d'affection du public pour les personnalités tout genre confondues, on va avoir des surprises qui viennent notamment de ces émissions. Faites les teasers vraiment bien, j'entends ça. Oui, je trouve qu'on devrait vous engager plus souvent pour les teasers. Donc rendez-vous déjà demain dans votre gazette préférée pour les super révélations de ce sondage. Alors on parlait on n'est pas des pigeons, on parlait de sans chichi. Vous disiez faire son boulot sérieusement sans forcément se prendre au sérieux, une équipe, une bande, des réseaux sociaux, c'est ça la panacée un petit peu pour vous, le secret d'une émission qui sort un petit peu du lot et qui attire, et qui accroche aujourd'hui, qui fidélise. Alors, clairement, on ne va pas demander au journal télévisé de faire ça. Là, on est dans un autre registre. Dans un registre très codifié où ça fait 50 ans qu'on dit oui, mais la grand-messe de 20 heures, comme on dit à cause des Français, la grand-messe de 20 heures, un type seul face à son prompteur, est-ce que c'est pas dépassé? Regardons les audiences tous les soirs, 700 000 personnes à la RTL, 500 000 à la RTBF, c'est pas dépassé, puisque ça reste la principale façon d'une grande partie du public de s'informer. Et très codifié, disiez-vous, ça c'est important. On bouge pas, regardez, chaque fois que certains ont essayé de bouger, l'un se mettait assis sur son pupitre, l'autre debout. Ça n'allait pas. On a chaque fois dit non, on va revenir simplement à ce que fait la BBC ou les Américains depuis 50 ans, c'est-à-dire un type qui présente le journal. Alors ça peut avoir l'air dépassé, ça l'est si on fait toutes les émissions comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que on parlait des pigeons, de son chichi, c'est qu'il y a un côté talk show. Et ça paraît nouveau. Alors, évidemment, nous on regarde tous tout le temps la télé française. On a grandi avec Christophe de Chavannes dans Encore mieux l'après-midi. C'était déjà ça, en fait. Mais ça n'existait pas vraiment en Belgique. Et maintenant, ça existe en Belgique. Et manifestement, c'est un truc que le public aime bien. Et ça nous amène alors à ce qu'est l'infotainment. Voilà, exactement. Et c'est le mot sur lequel je voulais vous emmener. Mais quel enchaînement. C'est beau comme du Jacques Breda. On forme aussi une belle équipe, finalement. Mais c'est l'esprit de bande. C'est l'esprit de bande, voilà. Et puis, on fait son travail sérieusement, sans forcément se prendre au sérieux. Finalement, on a tous les critères pour le succès. C'est une question de biche, justement. Vous parlez d'infotainment pour on n'est pas des pigeons, entre autres. C'est quoi au juste, vous demande Biche? Plutôt rassurant que ce genre de magazine pointe en tête de votre sondage. Questionne encore Biche. C'est quoi l'infotainment? L'infotainment, si on prend le mot en tant que tel, c'est information et entertainment. Donc info, divertissement, c'est-à-dire c'est une façon évidemment développée surtout au départ par les Américains, notamment au travers de tous ces talk shows, mais qui a très bien appris en France et en Flandre aussi énormément, c'est-à-dire cette façon d'amener des informations tout à fait sérieuses, pertinentes et découpées, et recoupées, parfois découpées aussi, mais d'en faire, de les amener pour en faire un show, quelque chose de relativement attractif. Alors évidemment, on ne fait pas ça sur la répression en Syrie, parce que ça ne s'y prête pas. Tous les sujets ne s'y prêtent pas. Finalement, ce que faisait Jean-Claude Defossé il y a 25 ans avec les grands travaux inutiles, c'était un peu de l'infotainment. Il se mettait en scène, tout le monde rigolait bien, mais à l'arrivée, il y avait quand même des chiffres et des révélations tout à fait pertinentes, vérifiées. Et donc, c'est ça l'infotainment, c'est ce type d'émission qui est à mi-chemin entre l'information et le divertissement. Prenez l'exemple type en Belgique,
parce que là on est encore dans du talk show, c'est encore différent, mais l'exemple type c'est Tout s'explique, qui toutes les semaines aborde un sujet pas toujours d'une importance capitale, mais ça peut être la pâtisserie, mais ça peut être aussi des choses, des sujets très scientifiques, et qui chaque fois les amène d'une façon légère, amusante, sympathique. C'est pas sorcier finalement, c'est de l'infotainment, on prend quelque chose de très compliqué, qu'on va rendre très simple par toute une série de mise en scène, d'artifices, etc. Et donc c'est ça l'infotainment, effectivement, c'est quelque chose qu'on regarde autant par plaisir qu'on regarde peut-être plus par plaisir en se disant après, ah tiens, j'ai appris quelque chose. Et donc finalement, pas forcément là aussi de grandes nouveautés, de grandes révélations, c'est des choses qui se faisaient déjà au préalable, avec toujours néanmoins quelqu'un qui tire, qui chapeaute la bande, qui chapeaute l'équipe. Et là peut-être parmi les révélations ou les surprises de votre sondage, on retrouve Sébastien Nolvaud, justement en tête des présentateurs de magazines préférés chez les Belges, juste devant Pascal Vrébos, inamovible on pourrait dire, Pascal Vrébos, et en troisième position Joël Scoril, on revient pas de secret, sans chichi. Sébastien Nolvaud, c'est une surprise, il le dit lui-même, il se positionne pas, pour lui c'est vraiment toute une équipe, il ne peut pas se mettre en avant. Mais d'ailleurs, si vous regardez le générique d'On n'est pas des pigeons, c'est très clair, eux-mêmes disent il y a quasiment 5 présentateurs. Mais dans les faits, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait la réalité, puisque lui, il est au milieu et les autres sont sur le côté. C'est le chef de bande. Ce qui est intéressant dans son cas, c'est qu'au début de sa carrière, on l'a bombardé à la présentation de journaux télévisés à 13h, et au quotidien, qui à l'époque était considéré, qui aujourd'hui fait figure d'ancêtre de On n'est pas des pigeons, mais qui à l'époque était considéré plus comme l'espèce de journal régional, enfin c'est un truc un peu hybride qui d'ailleurs n'a pas pris, et donc lui-même, il n'avait pas été hyper convaincant dans cet exercice-là, et lui-même le dit aujourd'hui, il dit je suis plus à ma place ici, parce qu'on est justement à cheval sur l'information pure et dure et le divertissement, et on sent bien, j'en ai encore parlé récemment avec les producteurs de l'émission, on sent bien que c'est vraiment un truc sur lequel ils veulent insister, on est des journalistes, mais on est des animateurs, mais on est des journalistes, mais on est des animateurs. Et comme vous le disiez, le genre plaît, puisque aux 3 premières places du classement des magazines d'information préférés, on retrouve On n'est pas des pigeons en première position, RTBF, question à la une, deuxième position RTBF, et puis Devoir d'enquête. Troisième position, RTBF également. Effectivement, on n'est plus forcément dans l'infotainment, mais est-ce que quelque part, il faut attendre la 4e position avec Reporter pour trouver une émission d'RTL, TVI. On peut peut-être regrouper à cela parce que c'était une question de Maryse, entre autres, qui disait Belgium's Got Talent en 13e position pour les émissions de variété. C'est pas quelque part un parler d'échec, c'est peut-être un peu beaucoup, mais un semi-échec pour RTL-TVI. Non, je ne crois pas, parce que... Comment vous analysez ça, Jean-François ? Relativement simplement, en fait, faut se dire que les gens, ils regardent la télé 365 jours par an, et qu'un jour, nous, on arrive avec ce sondage et on leur demande quel est votre préféré. Alors, évidemment, vous comme moi, on ne regarde pas tous les soirs à la télé pas forcément le truc qu'on préfère. Il y a fatalement des jours où on regarde, surtout le grand public, des choses parce que c'est tout ce qu'on a trouvé, faute de mieux, parce qu'on n'a pas envie de se casser la tête, etc. Et donc, à la fin, quand on vous demande quel est votre truc préféré, vous répondez vraiment votre truc préféré, mais ça ne vous a pas empêché de regarder la télé 360 autres jours par an. L'autre chose, et là c'est beaucoup plus scientifique, c'est que ce sondage, puisque c'est un sondage, il est parfaitement représentatif de la population de la communauté française, c'est-à-dire avec plus de femmes que d'hommes, avec une majorité d'habitants de la province du Hainaut, beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus que de Bruxelles, etc. Et avec aussi une répartition en termes d'âge qui est tout à fait correspondante à la réalité, c'est-à-dire qu'on a une majorité de gens en communauté française qui ont plus de 55 ans et même plus de 65 ans pour un nombre important d'entre eux. Et donc c'est ces gens-là qui ont répondu, ce qui fausse sans fausser, puisque au contraire ici c'est tout à fait représentatif, mais ça induit un biais par rapport
aux audiences qu'on a, qui est, pour reprendre Belgium's Got Talent, les audiences ont été excellentes de Belgium's Got Talent, puisque c'est une des 10 meilleures audiences de l'année. Donc finalement, cette 13e position ne reflète pas... Ça ne reflète pas les audiences, c'est très important ça de le dire reflète ici. Une affection par rapport au programme, mais surtout ceci s'inscrit dans un public plus représentatif, puisque The Voice ou Belgium's Got Talent ont surtout cartonné auprès des jeunes, des 16-34 ans essentiellement, ou alors même des enfants pour Belgium's Got Talent. Les enfants, ils ne sont pas interrogés dans un sondage, puisqu'un sondage, on commence à partir de 16 ans, et les 16-34 ans, ils ne représentent pas la majorité des gens qui sont interrogés dans le cadre d'un sondage qui est représentatif de la population. Donc je crois que ça explique assez simplement les choses, au-delà du fait que ce n'est pas parce qu'on ne plébiscite pas une personnalité ou une émission qu'on la rejette. Ça, c'est encore autre chose, c'est qu'on a des gens qui présentent, si je prends les présentateurs de JT, on a des gens qui présentent toutes les semaines ou tous les jours le journal télévisé le plus regardé de Belgique, et qui ne sont pas choisis par le public comme le présentateur préféré. Mais en même temps, ça ne les empêche pas de regarder ce journal-là. Donc, je pense qu'il y a, si on reprend des gens comme De Brigode, il y a un moment quelque chose d'irrationnel qui se passe dans la relation du public à un présentateur de journal ou à n'importe quel présentateur, et qu'on ne sait pas quantifier en fait, et qui fait qu'il y a avec lui un truc en plus qu'avec les autres. Mais voilà, c'est quelque part ce côté irrationnel que l'on retrouve aussi dans les classements. Oui, parce que là on demande vraiment aux gens, qu'est-ce que vous préférez? Moi, à Image, je pourrais dire que si on nous demande à chacun quel est votre groupe préféré, groupe de rock préféré, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a tous les disques. Donc d'un côté, on a l'opposition entre la consommation réelle, il y a des gens qu'on aime, mais je sais pas, moi je vais vous dire n'importe quoi et ça ne correspond pas à la réalité, mais je pourrais vous dire j'adore Michel Sardou, mais je ne possède pas un seul de ses disques, mais j'aime bien le type quand il passe à la télé, et j'aime bien ce qu'il dit, etc. Eh ben, ici c'est un peu ça, on demande aux gens qui est-ce que vous aimez, pas qui est-ce que vous regardez, parce que qui est-ce que vous regardez, on n'a pas besoin de leur demander, on le sait tous les jours. Alors pourquoi, petite question de méthodologie, n'avoir sondé que les programmes de RTL et de l'RTBF, et pourquoi c'était aussi une des questions de Paul et d'autres, ne pas avoir été voir un petit peu ailleurs ce qui se fait en France, on a parlé de l'Espagne, l'Italie aussi, où parfois, selon par exemple Pitou, on retrouve des programmes plus pertinents, voire plus impertinents, nous disait Pitou, et c'est ce qu'elle préfère. Est-ce qu'on manque parfois d'impertinence chez nous, Jean-François? Donc pourquoi juste avoir sondé RTL TVI et la RTBF? Alors ça c'est très simple, c'est parce que c'est les deux chaînes de notre paysage et c'est ce que les gens regardent. Les années précédentes, on avait introduit les émissions françaises dans le sondage. Les résultats étaient ce qu'ils sont, mais je veux dire ça ne surprenait pas vraiment parce que par rapport aux audiences qu'on avait, il n'y avait pas vraiment ce côté. Il y a un attachement beaucoup moindre, évidemment, que le public belge regarde de manière importante TF1, mais il n'y a pas le même attachement à Laurent Delahousse ou Claire Chazal qu'il peut y avoir à François de Brigode ou à Kim Darmouche. Donc ça déjà c'était un élément important. Les chaînes belges sont fort regardées, donc même si TF1 est puissant, c'est quand même la RTBF et RTL qui sont les plus regardées. Et puis surtout, ça c'est un peu par rapport au monde, au microcosme de la télé, c'est que vous vous doutez bien que TF1 n'attend pas les chiffres de popularité du public belge publiés par Le Soir et Sud Presse de manière intensive en se disant tiens, est-ce que Jean-Luc Reichmann sera apprécié en Belgique? Par contre, je peux vous dire qu'à la RTBF et à RTL, c'est attendu et c'est fort important, et je crois que notre public aussi, parce que là on parle des patrons de chaîne, mais notre public il attend aussi de savoir tiens, qui est-ce que mon voisin et qui est-ce que moi j'aime à la télé belge. Mais j'ajoute quand même que demain, je vous ai parlé un instant de la super catégorie des personnalités de la télé belge, que pour demain on a quand même aussi une super catégorie des préférés à la télévision française. Donc, ce serait intéressant de voir ça. Sur le côté manque d'impertinence de nos émissions, quelles qu'elles soient d'ailleurs, et le fait qu'en France, justement, on retrouve parfois peut-être un peu plus d'impertinence
Laurent Ruquier, pour ne citer que lui, mais il y en a des tas d'autres. On trouve de l'impertinence effectivement en France dans toute une série d'excellentes émissions, mais qui sont soit destinées à un public de niche, sur des télévisions à péage, Canal+, sur les chaînes de la TNT, soit diffusées en deuxième partie de soirée. Je ne pense pas que les émissions de Patrick Sébastien à 20h45 ou de Michel Drucker soient extrêmement impertinentes. La télé, c'est un marché, c'est une industrie. Donc, comme dans toutes les industries, que ce soit celle de la pâte à tartiner, de la pâte de chocolat à tartiner ou de la bière, on essaye d'abord de faire un produit qui plaise au maximum de gens. Alors à 20h45, les émissions, elles ne peuvent pas être très impertinentes parce qu'on ne peut pas se permettre, surtout avec la multiplication des chaînes en France, de voir encore les audiences des grands prime time baisser. TF1 a quand même vécu il y a 10 ans des prime time qui étaient à 10 millions de téléspectateurs et qui sont descendus aujourd'hui à 5 ou 6 quand tout va bien. Donc oui, effectivement, il y a de l'impertinence à la télévision française, il y en a à la télévision flamande, il y en a sans doute moins à la télévision belge francophone. D'abord parce que je pense qu'il n'y a pas les moyens de développer des programmes qui sont destinés par exemple à une diffusion en deuxième partie de soirée. Je pense que la RTBF ne manque pas de talent et de gens qui pourraient présenter un talk show rentre dedans, comme ça existe à la VRT ou à France 2. Mais simplement, le budget de la RTBF étant ce qu'il est, on dit on assure d'abord de faire des prime time ambitieux qui vont marcher avant de s'occuper de ce que regarderont 250 000 personnes si tout va bien à 22h30. Et l'autre chose, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas une culture d'une impertinence folle à la télévision belge francophone, mais en même temps, quand on voit des émissions, l'historique de certaines émissions à la RTBF, comme on parlait de Fossé, Henri Mordant, etc., même de Questions à la Une encore aujourd'hui, ça existe, c'est pas... Mais ça ne se manifeste pas de la même façon, parce que vous donniez un bon exemple avec Laurent Ruquier. Effectivement, ces émissions-là, elles existent, mais pourquoi ? Parce qu'ils sont à Paris et qu'il suffit de décrocher son téléphone pour faire venir Gérard Lanvin ou Gérard Depardieu sur un plateau de télé. Chez nous, c'est pas le cas. Chez nous, quand on décroche son téléphone, on a Jean-Luc Font. C'est déjà pas mal quand même. Enfin, tous les jours. C'est vrai. Il faut parfois un peu se renouveler. C'est ce qui fait dire qu'à certains, beaucoup de choses, et on va devoir conclure malheureusement sur 11h02, Jean-François, certains internautes parlent de modèles archaïques pour la télévision, d'autres disent que de toute façon les jeunes ne regardent plus la télévision, ils se tournent vers d'autres modèles, c'est vrai que l'internet, les tablettes et autres, voilà. Cette réflexion peut-être de Jas, la télé belge francophone est inexistante, du côté flamand, il y a plein de chaînes, d'émissions propres, etc., une vraie diversité. La RTBF, c'est se reposer sur des acquis et sortir paresseusement des productions françaises. De toute façon, la culture a déserté la RTBF qui est devenue une RTL publique. Sur le fait que les Flamands sont peut-être plus dynamiques. Mais c'est vrai, mais ça s'explique. Voilà, il y a une explication très simple, c'est que les Flamands, donnez-la-nous cette explication. Les Flamands vivent plus ou moins en vase clos, c'est-à-dire qu'ils cultivent leur propre culture, c'est-à-dire qu'ils regardent uniquement leur chaîne de télé à eux. Ils ne regardent pas la télévision hollandaise, ils ont leurs propres stars, et donc ils ont construit tout un star system, le fameux Beken de Vlaming, etc., qui n'existe pas chez nous. Chez nous, quand quelqu'un est connu, la condition pour qu'il soit reconnu par le public, c'est qu'il aille à Paris. Donc Philippe Gueluc est devenu une personnalité le jour où il était chez Drucker et chez Ruquier. Et donc notre public a le regard en permanence rivé vers la France, donc fatalement ça change tout à fait la façon dont nos chaînes à nous doivent se comporter, puisque le public a très vite fait de dire mais ce qu'ils font c'est nul à côté de ce que fait TF1, et c'est pour ça que je pense qu'on est à une année charnière, c'est que pour la première fois dans l'histoire on a eu la même année la RTBF et RTL qui ont produit elles-mêmes ces grandes émissions de divertissement adaptées de formats internationaux, The Voice pour l'un, Belgium's Got Talent pour l'autre, et qui ont montré qu'on pouvait le faire, puisque techniquement c'était, on ne pouvait pas dire on n'est pas sur TF1 parce que c'était du niveau de TF1 avec moins de moyens pourtant. Et donc je pense que l'avenir est quand même au fait de produire de plus en plus de choses en communauté française, et d'ailleurs c'est pas pour rien si la communauté française justement dans l'institution est en train pour le moment de développer des appels à projets pour des émissions de flux, comme on appelle ce type d'émission, pour des séries. Donc à mon avis
effectivement, avec 30 ans de retard sur la Flandre, on va peut-être avoir ce développement à échelle belge francophone. Hein, ça ne va pas devenir un empire, mais on va peut-être avoir le développement d'une industrie télévisuelle en communauté. Pour répondre à la question de ce 11h de la Belgique, la télévision belge manque-t-elle d'originalité? Vous répondriez quoi, Jean-François? Que certainement, en grande partie, mais qu'on a la télévision qu'on mérite, et que si la télévision, qui est quand même regardée par une immense majorité de gens, si la télévision manque d'originalité, c'est peut-être que les demandes du public manquent elles aussi d'originalité. Et on a essayé 50 types d'émissions avec des jeunes humoristes, ça n'a pas marché. Chaque fois qu'on remet François Pirette, ça fait 700 000 téléspectateurs. Est-ce que c'est la télé qui manque d'originalité ou est-ce que c'est le public? On a la télé que l'on mérite, c'est sur cette conclusion qu'on ponctuera ce 11h02 et on renverra nos lecteurs et nos internautes donc demain au 4e et dernier volet de ce sondage. Et pour comparer avec les taux de notoriété, à lundi où on publiera le classement des meilleures audiences de l'année de ce que vous avez réellement regardé. Et là il faudra patienter jusqu'à lundi. Vous avez le sens du suspense. 31 décembre. Hein. 31 décembre, effectivement. Bon ben voilà, déjà demain rendez-vous pour les super révélations et à lundi pour toutes les conclusions de ce sondage. Merci beaucoup Jean-François d'avoir accepté de relever le défi de ce qui peut être le dernier 11h02 de 2012. Et donc on peut d'ores et déjà donner rendez-vous à nos internautes en 2013 pour des 11h02 en diablé. Voilà, merci beaucoup Jean-François. Merci. On peut déjà vous souhaiter bonne fête de Nouvel An, oui. Et on peut souhaiter aussi un très très beau réveillon de Nouvel An à nos internautes. Voilà, merci à toutes et à tous. Bonne journée, au revoir.